RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Philippe Germain, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Philippe Germain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer deux sujets principaux avec vous. La coopération régionale, d'une certaine façon, avec l'accord particulier, le suivi de l'accord particulier de Wallis et Futuna, et puis ce qui est en route avec le Vanuatu. Et nous reviendrons évidemment sur la situation économique et notamment les prix en Nouvelle-Calédonie. Commençons par l'actualité régionale. Vous rentrez de Wallis, où vous avez participé au 4e comité de suivi de cet accord particulier, signé, je le rappelle, en 2003. Quel est le but? C'est vraiment d'avoir des coopérations effectives dans un certain nombre de domaines? Oui, tout à fait. L'accord particulier est une émanation de l'accord de Nouméa qui prévoit pour l'État de s'organiser. Rappelez-vous, à l'époque, la gestion de Wallis et Futuna se faisait à partir de la Nouvelle-Calédonie du côté des services de l'État. Donc cet accord particulier prévoit que l'État s'organise sur place pour apporter les services à Wallis et Futuna et puis s'engage dans un développement économique de Wallis et Futuna. Pour la part de la Nouvelle-Calédonie, c'est une forme de bienveillance en disant d'être attentif au sort à la fois des Wallisiens et Futuniens qui sont en Nouvelle-Calédonie et d'apporter dans la mesure de nos moyens un soutien quand il est demandé de la part des autorités wallisiennes et futuniennes. L'objectif aujourd'hui, effectivement, est de passer à une vitesse supérieure et d'établir une véritable coopération entre nos services administratifs, à travers nos services techniques, à travers notre développement économique et de pouvoir mettre en place une véritable coopération en faveur du développement de Wallis et Futuna d'une part, mais également du développement de nos entreprises et même de nos services. Alors il y a déjà un certain nombre de champs évidemment qui rentrent dans le cadre de cet accord. Est-ce que vous voudriez élargir le champ et qu'il y ait de nouveaux secteurs qui soient explorés dans le cadre de cet accord? Le champ est relativement restreint actuellement, même s'il a d'ailleurs été dépassé. On est principalement dans de la formation. On apporte de l'assistance à Wallis et Futuna en accueillant dans nos organismes de formation des enseignants, formation des sapeurs-pompiers, des infirmiers ou des personnels de santé. C'est une collaboration entre chambres consulaires. Aujourd'hui, il faut faire comme on fait avec le Vanuatu, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est de dire, sur tous les secteurs, on a une capacité à coopérer. Je vais prendre quelques exemples. La Wallis et Futuna veut se doter d'une flotte de pêche sur le modèle calédonien. Donc il y a de la formation du personnel, il y a des savoir-faire à transférer. C'est un travail de longue haleine. Ils veulent développer leur agriculture et la professionnaliser, puisque à Wallis et Futuna, c'est uniquement de la culture vivrière, de l'élevage de porcs vivriers ou coutumiers. Donc professionnaliser l'ensemble, c'est un concours qui peut être apporté par nos services techniques. Alors c'est un accord signé en 2003, on le rappelle, il n'y a eu que 4 réunions depuis la signature de cet accord. Est-ce qu'il faudrait un petit peu intensifier le mode de fonctionnement de cet accord pour le rendre plus vivant, ou est-ce que le rythme actuel vous semble satisfaisant? Non, il n'est pas du tout satisfaisant, mais la Nouvelle-Calédonie était peu engagée, c'est ce que j'ai dit, et avec David Verger, le président de l'Assemblée territoriale, notre volonté, c'est de dire il faut à minima se voir une fois par an, que nos services techniques se voient 1 à 2 fois par an pour établir des coopérations. Wallis et Futuna a besoin de développement économique. Ils ont besoin, dans certains cas, d'assistance. Donc on a proposé à l'État en disant vous pouvez effectivement vous appuyer sur les services administratifs et techniques de la Nouvelle-Calédonie, mais ça vaut aussi, entre guillemets, défraiement pour la Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de déplacement, etc. Donc l'idée c'est on met une coopération un petit peu plus soutenue, chacun apporte des moyens, nous humains, mais également on propose une enveloppe à hauteur de 50 millions, que l'État apporte des moyens financiers également pour soutenir l'action de la Nouvelle-Calédonie et les besoins de Wallis et Futuna, et puis l'Assemblée territoriale apporte ses propres moyens. Alors il y a aussi donc un rapprochement, une tentative de rapprochement avec le Vanuatu. Il y a eu une rencontre importante à Nouméa avec les autorités vanuataises pour aboutir à un accord de libre-échange, pour faire bref, même si c'est pas encore exactement ça, mais un accord économique fort. Où est-ce qu'on en est depuis cette rencontre? Est-ce que les choses ont avancé? Est-ce qu'elles vont se formaliser prochainement et sur quel domaine?
Oui, on a signé un accord de coopération en 2016 avec le Vanuatu. Depuis lors, un certain nombre de choses ont été mises en place, notamment dans l'éducation, à travers un certain nombre d'outils de l'État d'ailleurs, de l'AFD. Et puis, on a abouti au terme de plusieurs mois de discussions entre nos acteurs économiques respectifs à la signature prochaine d'un accord commercial. Donc, souvenez-vous, il y a quelques semaines, le Vanuatu était à Nouméa pour finaliser la négociation sur cet accord. J'ai été autorisé il y a quelques jours par le Congrès à signer cet accord commercial et le 12 avril, je me rendrai au Vanuatu pour qu'on signe officiellement cet accord commercial qui va permettre de favoriser nos échanges économiques, en clair, nos besoins. Dès lors qu'on peut être approvisionné par le Vanuatu, on essaiera de s'approvisionner prioritairement au Vanuatu. Alors c'est une liste de produits encore restreinte, c'est à peu près 40 produits et services de part et d'autre. Il faut bien commencer et j'imagine que les entreprises, quand elles verront qu'il y a un courant d'affaires qui se développe, réclameront à faire partie de cette liste positive qui a été établie par les deux territoires de chaque côté. C'est une liste qui permet de lever les droits de douane du côté du Vanuatu comme du côté de la Nouvelle-Calédonie, donc de favoriser nos échanges. Alors venons-en, Philippe Germain, au dossier de la vie chère, parce qu'il préoccupe évidemment les Calédoniens, le gouvernement aussi qui travaille dessus. On a l'impression qu'il y a deux attitudes. Il y a le gouvernement qui dit les prix baissent, c'est une réalité depuis la mise en place de la TGC. Regardez le panier de la ménagère et vous sortez un certain nombre de chiffres. Et puis il y a un certain nombre de Calédoniens qui disent oui, il y a des prix qui baissent, mais globalement la vie ne baisse pas. Alors on est un petit peu entre deux choses, on a l'impression, deux visions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a toujours un écart entre les ressentis et puis les chiffres. Il y a aussi l'impact des réseaux sociaux où beaucoup d'informations circulent. Mais moi, je voudrais contextualiser, si vous le permettez. Ça fait depuis 2006 que la Nouvelle-Calédonie vit au rythme des manifestations, des revendications, des luttes pour la question des prix en Nouvelle-Calédonie et de cette fameuse vie chère. En 2014, nous nous sommes engagés à mettre en place une fiscalité telle que ça avait été prévu par les accords économiques et sociaux, une fiscalité de type TVA, la TGC, pour faire baisser les prix. On a négocié avec les uns et les autres, avec les partenaires sociaux, avec les secteurs économiques, d'abord la mise en place de la TGC, la négociation des différents taux, mais également un travail sur les prix. Nous nous étions engagés avec les partenaires sociaux fin 2015 à atteindre une baisse des prix d'environ 10%. C'était l'objectif qu'on s'était fixé et c'est l'objectif que le gouvernement a gardé tout au long de ces discussions, tout au long de l'adoption des différents textes. Au terme de 5 mois de mise en place de la TGC, qu'est-ce qu'on fait comme constat ? D'abord, on s'était engagé sur 4 secteurs. Le logement, l'alimentaire, les produits de grande consommation, entretien et hygiène et les pièces détachées automobiles. Le logement, on y est parvenu avant la TGC puisque c'est la défiscalisation sur le logement intermédiaire plus la relance de la construction des logements sociaux qui a permis globalement à faire baisser de 20% le prix des loyers sur le marché calédonien et là-dessus il y a un consensus. Sur les produits alimentaires, on a 2 chiffres. On a celui de l'ISEE qui suit un panier de consommation à l'échelle du pays et dans tous les types de commerces et nous donne des informations intéressantes. C'est que là, on est à 6,7% de baisse des prix sur l'ensemble du territoire avec des baisses significatives, par exemple dans les fruits et légumes où là on a une baisse qui est plus importante puisqu'on est aux alentours de 15%. Et puis il y a le panier de la direction des affaires économiques qui elle suit dans les hypermarchés ces chiffres. Et là, on a une baisse qui est de 11% sur l'ensemble du panier, avec
des produits emblématiques pour les Calédoniens qui ont baissé de manière significative. Si vous me permettez, j'en citerai quelques-uns, mais le Sao, si bien connu par les Calédoniens, a baissé de 15%. Les biscuits type Scotch Finger, 40% de baisse. Le Nescafé, 29%. Le thé, 24%. La mayonnaise Kraft, 21%. Le Soyo, etc., 25%. Donc, on a des baisses qui sont significatives. On a ces mêmes baisses aussi dans les produits d'hygiène et d'entretien. Les couches pour les bébés, c'est moins 33%. Le gel douche, c'est moins 25%. Le shampoing, moins 31%. Donc on a des baisses qui sont significatives sur les produits sur lesquels nous étions engagés. On a au total des baisses donc de 11% sur l'alimentaire, de 14% sur les produits d'hygiène et d'entretien, et sur les pièces détachées, le dernier secteur sur lequel nous étions engagés, on a une moyenne de 15% de baisse quand on prend pneumatiques, pièces détachées, lubrifiants. Et si on prend que les pièces détachées, là on est plutôt à moins 19%. Et ça vous a pas échappé, il y a 15 jours, on a abaissé le taux de TGC sur les pneumatiques, parce que la baisse pour l'instant elle est que de 1,8%, et les pneus sont importants pour la sécurité routière. Vous comprenez que les Calédoniens sont un peu perdus sur certains points, parce que effectivement, vous le dites, il y a des prix qui baissent, le Sao, etc. Alors il y a des prix sur des produits de première nécessité qui vont baisser de 100 francs par exemple sur le prix, mais à côté de ça, et le tabac et l'alcool par exemple ont augmenté considérablement. Bon, c'est un choix, c'est un vrai choix politique. Mais du coup, les gens n'ont pas forcément l'impression que même si les prix baissent, la vie baisse, puisqu'il y en a d'autres qui ont considérablement augmenté. Oui, d'abord, tout le monde ne fume pas et la consommation d'alcool, vous en connaissez la problématique. Je vais revenir 2 secondes, mais l'augmentation du tabac, c'est fait pour des questions de santé des Calédoniens. En 5 ans, on a réussi à réduire d'1/4 la consommation. Donc on ne le fait pas pour rien. C'est une demande. Mais pourquoi ne pas l'inclure dans la liste générale quand l'INSEE produit ses chiffres, c'est toujours hors alcool et hors tabac. Alors... Mais elle a les 2 indices et depuis 20 ans c'est comme ça. Hein. Il y a l'indice hors tabac et l'indice avec tabac. Donc oui, le tabac et l'alcool ont augmenté, mais c'est un choix politique qui a été validé par le Congrès. Il faut lutter contre la consommation excessive d'alcool. Et là aussi, les chiffres sont significatifs, puisque la consommation de bière a diminué de 20%, la consommation de vin de 30% et la consommation d'alcool fort de 40%. Donc ça, c'est des politiques de santé qu'il ne faut pas confondre avec les politiques de lutte contre la cherté des prix et le pouvoir d'achat des Calédoniens pour leur consommation normale. Et là, on a les baisses qu'on a annoncées, qui sont importantes. Alors, c'est un début. C'est quand même la première fois. Alors, je sais que certains raillent le fait que l'inflation soit en baisse que de 0,1%. Mais on a, sur la dernière décennie, à peu près 15% d'augmentation. Hors tabac et hors alcool, hein. Hors tabac, hors alcool. On a une augmentation des prix de 15%. En moyenne, les prix augmentent d'1,5% par an. Et puis, ça se cumule d'une année sur l'autre. Eh bien, pour la première fois, en 5 mois, on a réussi à inverser la tendance des 12 mois pour être dans la déflation. C'est-à-dire que pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, sur une année, les prix n'augmentent pas de manière générale. Alors là, on met tout dedans, l'électricité, l'habillement, la restauration, les loisirs, la santé, tout y est. On est en baisse des prix et c'est le résultat simplement de 5 mois de mise en place de la TGC. Si on prend que ces 5 mois, c'est une baisse d'un demi-point, de 0,5%. Donc on aura des effets supérieurs sur le long terme et c'est surtout la bonne tendance. Il faut répondre à la problématique posée par les Calédoniens de baisser les prix en Nouvelle-Calédonie. Alors cette baisse des prix passe aussi par une réglementation des prix et des marges. On sait que certains commerçants sont un peu gênés aux entournures, que le secteur ne va pas bien. Est-ce que finalement pour arriver à cette baisse des prix, dans certains cas, on ne sacrifie pas d'autres secteurs et d'autres pans de l'économie? Non, beaucoup de choses sont dites, mais quelle est la réglementation qui a accompagné la TGC? Je rappelle qu'on a enlevé des prix de revient des entreprises 51 milliards. On les a enlevés de leur prix de revient, puisque on a désarmé 51 milliards de taxes. Et donc, il est fondamental, et c'est le devoir du gouvernement et du Congrès, de s'assurer que ces 51 milliards de taxes qu'on va retirer sur les entreprises soient diminués des prix. Donc, on a dit, il y a une règle générale, les entreprises peuvent garder leurs marges les mêmes qu'avant, pas plus.
mais elles peuvent garder au maximum les anciennes marges. Celle d'avril 2018. Celle d'avril 2018. Et ça, c'est dans tous les secteurs, dans le textile, dans l'ameublement, dans l'AFI, où vous voulez. Les gens peuvent faire la même marge. Donc, quand on fait la même marge, normalement, on n'a pas une rentabilité qui se casse la figure. Et dans le panier alimentaire et les produits de grande consommation, là, on a dit on va fixer au maximum les marges usuelles. On va écrêter les marges qui sont dites abusives, parce que la TGC, elle se calcule sur ces marges-là. Et donc, si on ne veut pas un effet inflationniste, parce que certains pratiquent ou peuvent pratiquer des marges excessives, il faut écrêter et mettre les marges dans la norme qui est pratiquée en Nouvelle-Calédonie et qui est déjà à peu près le double des marges qui sont pratiquées en métropole. C'est bientôt l'heure du bilan de la mandature. Ça restera quelque chose d'important dans le travail qui a été effectué par le gouvernement que vous avez présidé et que vous présidez encore. Oui, c'est un gouvernement qui a énormément travaillé. C'était le gouvernement ou le mandat qui allait aboutir aux différents référendums. Et il y avait un certain nombre de réformes qui étaient attendues de longue date par les Calédoniens. On s'est forcé. Le premier travail que nous avons opéré, c'est de rétablir les finances publiques. On a hérité d'une situation qui était un déficit de 10 milliards, à peu près 6 milliards sur les régimes sociaux pris en charge par la Nouvelle-Calédonie et 4 milliards de déficit des comptes de la Nouvelle-Calédonie, plus d'épargne, des dépenses qui avaient explosé, qui étaient montées à 52 milliards. Je vous donne simplement ce chiffre. 52 milliards en 2014 de dépenses autorisées pour la Nouvelle-Calédonie. En 2019, on est à 39 milliards. Donc on a réduit fortement la dépense et on a passé les grandes réformes, le schéma de transition énergétique qui nous permet de déployer aujourd'hui les énergies renouvelables, le schéma pour l'école, la TGC qui était attendue depuis 15 ans. Bref, un certain nombre de grandes réformes qui ont été mises en œuvre dans le pays, les politiques agricoles en faveur du tourisme, de l'industrie de transformation. Donc satisfaction du travail accompli. On a fait énormément de travail. On n'a pas pu tout faire, bien sûr, on ne peut pas tout faire dans un mandat, et il reste encore énormément de travail à faire. Une toute dernière question, Philippe Germain. On sait que la SLN a déposé des demandes d'autorisation d'exportation de 4 millions de tonnes de minerais. Est-ce que vous allez les examiner ? Est-ce que vous pensez les accorder ? Et est-ce que, comme les indépendantistes le demandent, ce serait uniquement exporté vers les usines pays ou ça peut être vers d'autres destinations ? Alors on a effectivement reçu la demande de la SLN. J'ai convoqué le comité du commerce extérieur minier pour la semaine prochaine, pour mercredi prochain, pour analyser les demandes. Nous recevrons, la collégialité recevra la SLN la semaine suivante et l'arrêté qui portera les autorisations de la SLN seront présentés au gouvernement suivant. C'est-à-dire que là, au courant du mois d'avril, l'ensemble de l'instruction sera faite. Oui, il est important, fondamental, d'aider la SLN dans la situation difficile dans laquelle elle est liée à la conjoncture du nickel, de lui permettre de mettre en œuvre ce nouveau modèle et puis de pouvoir exporter d'une part le minerai qui aujourd'hui n'était pas valorisé par la SLN et qui est manipulé, et deuxièmement, d'être plus compétitive sur l'exploitation de ces mines en récoltant la totalité du minerai quand qu'elle ouvre une mine. Donc ça, c'est la demande de la SLN pour lequel il faut qu'on donne une autorisation. Et puis, il y a de l'autre côté, effectivement, la province Nord, les SMSP, qui dit moi, je serais susceptible d'acheter tout ou partie de ce minerai. Je sais qu'il y a des négociations entre la SLN et la SMSP, ou la NMC plus précisément, déjà pour garantir l'approvisionnement en minerai de teneur élevée de 0,5% de l'usine de Corée de la province Nord. Donc là, ça relève de la négociation entre les parties. Le principe, pour nous, qui doit être... Mais vous donnerez quand même une destination à ce minerai. Bien sûr. C'est bien le gouvernement qui décidera vers où il doit partir.
Il y a deux autorisations possibles. Il y a les autorisations d'exportation avec des destinataires, et puis il y a les autorisations de rétrocession de minerais, ce qui se fait assez régulièrement entre mineurs ou métallurgistes qui peuvent se céder. De longue date, la SLN cède du minerai à la NMC pour approvisionner la Corée. Donc nous, on va permettre aux opérateurs, à la fois pour la SLN, d'exporter, mettre en œuvre son nouveau modèle et faire en sorte que les négociations entre elles et les autres opérateurs miniers, dont la NMC, puissent se poursuivre. Philippe Germain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.